Deuxième partie de Frontal. Le numéro de ce jour est consacré au Cameroun qui tient sa présidentielle en octobre 2025. Paul-Éric Emery, représentant du RDPC, à cette table, vous vouliez répondre par rapport à quelques éléments évoqués par Claude Wilfried et Kanga. Juste quelques observations. Vous savez, moi, je ne me risquerai pas à juger des aptitudes d'un président tel que Joe Biden, ça ne m'appartient pas. Tout comme je ne me risquerai pas non plus à faire ce type d'analyse sur le premier de nos camarades, j'ai nommé Paul Biya. Bien. Ceci étant, la question est très simple. Est-ce que le président Paul Biya va se représenter, oui ou non? Je pense que c'était ça la question de départ. Dans la première partie, j'ai répondu assez clairement à cette question. Mais sans verser dans l'intellectualisme. J'ai entendu M. Bitomo tout à l'heure parler de la customisation de la démocratie, comment ça s'appelle, aux mœurs africaines et compagnie. Vous savez, c'est des longs débats. C'est des longs débats. Oui. En fait, les électeurs veulent des choses qu'ils comprennent et qui sont vraiment simples. Et si le président Paul Biya est toujours là au pouvoir, c'est qu'il distille des choses qui sont vraiment très simples à comprendre et que les Camerounais adhèrent vraiment à ce type de fonctionnement, tout simplement. Jean-Marie Bitomo, on va avancer. Dans l'élément que nous avons suivi en début d'émission, Véronique Lehmann dit quelque chose d'intéressant. Elle dit le président Paul Biya a une vision pour son pays. Et c'est cette vision qu'il essaie d'implémenter depuis qu'il est au pouvoir. Le seul problème, c'est qu'il y a des gens, il y a des Camerounais qui ont un rapport difficile avec la chose publique, qui ont un rapport compliqué avec l'argent public et qui n'arrivent pas à diffuser la vision du président Paul Biya dans tous les coins du Cameroun. Quel est le regard que vous avez par rapport à cette question où on a un président effectivement qui a une vision, qui veut développer son pays, qui veut cimenter l'unité de ses compatriotes, mais qui, dans son entourage, si j'ai bien compris ce que dit Véronique Lehmann, a des gens qui, au fond, sont plus portés vers leurs intérêts personnels que l'intérêt général des Camerounais. Richard, cette question-là, c'est une question qui est évidente sur toute l'Afrique. C'est une question, vous me l'avez déjà posée une fois quand nous étions en Africa 24. Je me souviens plus. J'ai tout simplement dit la chose suivante, c'est que je considère, c'est une pratique qui est récurrente chez nous dans tous les pays africains. Je reviendrai sur le Cameroun, là, je ne suis pas la question, mais je vous expose d'abord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas là pour commenter l'actualité. On doit faire l'historique et voir là où on aboutit. Si on ne sait pas, si vous voulez, d'où l'on vient... On ne peut pas savoir, on est d'accord, totalement d'accord. Donc ça, c'est une évidence. Allez-y, oui. Donc, à partir de là, j'avais dit qu'en Afrique, les gens ont une délicatesse avec la chose publique qui ne dit pas son nom. C'est une corruption à tout vent. Et une fois sur le plateau, j'avais dit que pour moi, en Afrique, je considère ces gens-là comme des criminels contre le développement du continent. Ça, c'est une évidence que personne ne peut nier. Donc, à partir de là, que faut-il faire? Il faut mettre en place, si vous voulez, des mécanismes qui permettent un contrôle beaucoup plus évident. Je prends un exemple. Dans tous les pays africains, on nous dit, bon oui, quand comment dirais une haute personnalité ou un élu arrive, bon, il faut qu'il fasse l'état de, de son patrimoine et tout ce qui s'ensuit. C'est marqué sur les textes, comme je l'ai dit toujours. Nous sommes forts, c'est-à-dire pour l'application des textes, mais maintenant, pour l'implémenter sur le terrain, on ne voit personne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez en place ce système-là, Émeric me disait tout à l'heure, il voulait critiquer en disant que oui, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si vous ne savez pas, je répète encore ce que je viens de dire là, tout à l'heure, là, Richard, à savoir si vous ne savez pas là où vous venez, vous ne savez pas là où vous allez arriver. Parce que si je veux le faire intellectuellement, ça veut dire... Le mécanisme de contrôle, comment l'imaginez-vous? Parlons concrètement. Le mécanisme de contrôle, il faut qu'il soit effectif. Effectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez, on vous dites, vous faites l'état de votre patrimoine. Quand vous arrivez, si vous voulez un poste donné, il est inadmissible que nous voyons des gens en Afrique. Quelqu'un vient, si vous voulez, bon, au bout d'un an, 2 ans, il construit déjà des immeubles. On ne s'enrichit pas, que vous interposez.
C'est facile à contourner, ça. La question de déclaration des biens. Non, c'est pas facile à bien sûr, contourner parce qu'on regarde les comptes bancaires. Les gens, je suis d'accord avec vous, c'est que vous allez me dire. C'est facile. Je comprends ce que vous allez me dire. On peut aller prendre des prêts non à côté. Bien sûr. D'accord avec toi, c'est une évidence. Oui. Mais sauf que les choses en Afrique, on sait comment le système fonctionne. D'accord. Donc, il ne peut pas y avoir un enrichissement illicite qui ne peut être justifié par... Même si vous allez prendre un individu lambda, est-ce que vous pouvez me citer, c'est-à-dire quels sont les individus, je prends toute l'Afrique, qui sont capables, avec, comment dire, des niveaux de salaire que nous avons, vous prenez un individu, et il se retrouve au bout d'un an, au bout de 2 ans, avec 2-3 immeubles. Mais d'où vient cet il y en a argent? plein sur le Je sais que ça existe. Écoutez, vous m'avez demandé... Oui, bien sûr, oui. On va parler du mécanisme de contrôle. Le mécanisme de contrôle, je viens de vous le poser. Le mécanisme, il est déjà posé, à savoir qu'on fait d'abord, quand on arrive, on fait une évaluation. Une évaluation de l'état de la fortune de chaque individu qui arrive. Et à la fin, au bout, on voit qu'est-ce qui se passe. Comment je sais la fortune que vous avez accumulée dans un paradis fiscal, moi? Vous savez, la fortune qu'on a accumulée dans un paradis fiscal, vous avez aujourd'hui, comment dirais-je, des organismes internationaux qui vous permettent d'y avoir accès. Vous le savez aussi bien que moi. Vous allez voir, c'est un processus qui a eu lieu au Cameroun. Les gens n'en ont pas beaucoup parlé. Si vous voulez, l'État camerounais est parti. On a mis des gens pour aller débusquer les gens qui avaient ces fortunes-là. Le représentant du RDPC qui est assis à côté de moi, nous avons eu une discussion là-dessus il y a 10 ans. J'avais posé un principe sur la table. Sans être trop long. En tant qu'analyste. Est-ce qu'on peut intervenir sur la question que je finisse. Juste finir rapidement. Oui. Je finis assez rapidement. Donc, j'avais dit à Émeric, bon, moi, quand on arrête les gens, moi, je fonctionne en tant qu'économiste. Moi, ce qui me plaît, c'est ce qu'il y a dans la caisse que je peux sortir pour réaliser, c'est-à-dire satisfaire les besoins, améliorer les conditions de vie des gens. J'avais dit, bon, OK, on peut mettre un mécanisme simple en place par rapport à l'argent qui a été volé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement se dire que on appelle les individus, au lieu de les mettre en prison, les enfermer pendant 20 ans. Est-ce que ça ramène l'argent qui a été détourné? Il faut faire quoi, Richard? Il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un deal avec ces gens-là. Comme Wilfried le disait tout à l'heure, vous posez un schéma sur la table. Ce schéma-là, vous dites aux gens tout simplement que, bon, voilà, vous avez volé de l'argent, on le sait. On sait qu'il est logé à tel ou tel ou tel. Ça, c'est simple, c'est facile à retrouver. Mais avant que vous Donc, à partir de là, vous demandez à ces gens-là de rembourser cet argent-là à l'État. Et j'avais fait une proposition spécifique là-dessus. Cet argent-là ne doit pas... C'est avec Émeric, j'étais assis avec lui. Cet argent-là ne doit pas revenir au Cameroun. La situation que vous décrivez nous amène à comprendre que rien n'est fait en la matière. Et c'est ça qui est, un peu désolant. Vous voulez faire... Pour que ça ne reste pas, s'il vous plaît. Il ne faut pas que les gens restent à vous. On va nous, on n'a encore rien dit sur cette analyse. Vous voulez parler de différentes opérations. Mais vous avez posé une question par rapport à une analyse qu'une camarade... Oui, bien sûr. C'est son ressenti. Bon. Ce n'est que son ressenti à elle. Mais maintenant, quand on parce que ce n'est pas un fait réel. Ben, c'est un ressenti. Vous lui avez posé la question, vous pensez quoi? Elle vous a dit ce qui lui passait dans l'âme à l'instant. Mais quand on... Il n'y a pas de détournement au Cameroun. Écoutez, moi, je vais vous dire. Paul et on ne peut pas juger une gouvernance d'un pays ou d'un grand pays comme le Cameroun rien que sur le prisme de la corruption. Non, personne n'a dit laquelle corruption elle-même a été prise en compte par l'État et par le premier de nos camarades. Un certain nombre d'institutions ont été mises sur pied pour endiguer ce type de phénomène. Je vais citer ici la CONAC. On a mis en place un TCS, on a mis l'ANIF, il y a aussi la COBAC. Si on, c'est rien que pour et comment évaluez-vous le travail de ces la police judiciaire, la gendarmerie sont au travail au quotidien. D'accord? Donc c'est pour dire que ce phénomène est pris en compte. Okay. Mais maintenant, quand on essaie de regarder la gouvernance du pays, parce que la gouvernance d'un pays ne peut pas s'arrêter à ce type on est totalement d'accord, d'artefacts. Il faut prendre comment ça s'appelle, non seulement des méthodes d'évaluation, et ensuite recueillir les résultats qui viennent de ces méthodes de mise en place. C'est aujourd'hui, arriver sur un plateau et faire des conjectures dans tous les sens, bon, tout le monde peut le faire. Sauf que quand on veut vraiment faire une analyse sur un pays, au plan social, au plan économique, ça ne peut pas se faire en 2 minutes. Mais, pour vous éclairer, le Cameroun, sur les 40 années passées au pouvoir, c'est un pays qui avance. C'est un pays qui avance. On va arrêter. Non, on reviendra. Vous aurez la parole. Il ne faut pas monopoliser la parole. Claude Wilfried et Kanga.
vos deux compatriotes répondaient par rapport à un aspect évoqué par Véronique Lehmann dans l'élément que nous avons suivi et qui magnifiait, si vous voulez, la gouvernance du président du président Paul Biya, mais qui relevait que il y a des gens, il y a de vos compatriotes qui ont un rapport compliqué et à la chose publique. C'est ce qui plombe, selon elle, l'action et le bilan du président Paul Biya. Donc, ils ont réagi par rapport à ça. Et vous diriez quoi par rapport à ce phénomène qui, selon Bitomo, et il a raison, n'est pas spécifiquement camerounais? Oui, ce n'est pas spécifiquement camerounais, mais depuis quand on a résolu la problématique d'un viol avec le fait que dans d'autres villes, on viole aussi? On se fout royalement de ce que font les autres. Quand un mal, il est mal, quel que soit son degré d'exclusivité ou de généralisation. Donc, la corruption étant présente, on doit la combattre au Cameroun. Si elle est présente au Cameroun, qu'elle soit présente ailleurs ou pas, n'a aucune influence. En écoutant Madame Lehmann, je me suis dit, une fois n'est pas coutume, sur la fin de son analyse, je la trouve très pertinente. Parce que, alors que je m'attendais à un alléluia global et total, comme ils ont l'habitude de faire, elle émet des couacs en fin d'analyse. Et là, on constate avec Monsieur Emery que quand on a un de leurs collègues de parti, un RDPciste qui, pour une fois, fait preuve d'ouverture d'esprit, il se replie et ça devient, c'est son analyse, c'est son opinion personnelle. Mais si elle avait dit que tout va bien, ça n'aurait pas été son analyse. Évidemment que chacun parle de son analyse et de son opinion personnelle. Quand on parle, on n'a pas besoin de dire selon moi, vu que c'est on qui parle, évidemment, c'est selon on. Donc je n'ai pas besoin de préciser, c'est mon analyse, c'est tout RDPciste qui parle, c'est selon lui, c'est son analyse, etc. Que son constat est Maintenant, quand elle soulève le problème de la corruption ou le problème de l'impunité, parce que c'est de ça qu'il est question. Et de la reddition de comptes, on va dire. Oui, il est facile d'analyser un gouvernement de 42 ans, contrairement à ce que vous dites, en 2 minutes. Non, c'est pas en 2 minutes. On a eu largement le temps d'observer Paul Biya au pouvoir avant ma naissance. Et si on prend les éléments les plus récents, ils sont très simples. Les Américains appelleraient ça péjorativement la Road 66. L'article 66 de la Constitution camerounaise sur la déclaration des biens est signé mais pas ratifié par Paul Biya. Ça signifie que les tenants de l'administration publique et les gestionnaires de la fortune publique ne ressentent pas l'obligation de déclarer leurs avoirs. C'est ça qui répond à la question du fait qu'aujourd'hui, on est nommé, dans 2 jours, on a un immeuble, on a des yachts, on a des jets privés, des Ferrari, etc. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant d'engouement pour la fonction publique, au point où les gens sont prêts à tuer pour y arriver. Monsieur Emery, ne perturbez pas mon... Je ne permets pas. J'ai eu la patience d'écouter que vous terminiez. Ce n'était pas agréable, surtout quand ce n'est pas vrai. Maintenant, dans les faits, sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, on se retrouve avec une CAN qui a coûté la moitié du budget national, 3 000 milliards. Tous les opérateurs économiques internationaux ont évalué que les infrastructures camerounaises de manière globale, que ce soit pour la CAN ou les routes, les ponts, etc., coûtent en moyenne 3 à 6 fois plus cher que la moyenne mondiale. C'est très élevé. Les gens, justement, qui étaient chargés de gérer ces chantiers qui, au demeurant, ne sont pas terminés à l'heure où je vous parle, y compris le stade d'Olembe, où s'est joué une bonne partie des matchs de cette CAN-là, ces gens-là, ils n'ont jamais été mis devant, justement, leurs actes. On leur a jamais... C'est-à-dire, ils n'ont jamais été jugés, ils n'ont jamais été arrêtés. Personne n'a rien fait. Sur le plan gouvernemental, ce n'est pas parce que ça ne vous plaît pas que vous allez interrompre. Sur le plan gouvernemental... On va être d'accord. Oui, vous allez répondre. Non, ce n'est pas une conjecture. J'établis le fait que la CAN s'est tenue et que les chantiers ne sont pas terminés. Vous avez lu ce rapport où? Est-ce qu'il existait d'abord? Quand vous voyez ce qui a été présenté... Les 3 000 milliards dont vous parlez, est-ce que vous pouvez les détailler? S'il vous plaît. On laisse finir, vous allez répondre. Mais évidemment, je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça. Non, je peux vous envoyer tous les liens que vous... Je n'ai pas ici. Je ne parle pas des liens, je vous parle d'un rapport qui établit qu'on a dépensé 3 000 milliards. Vous avez ce rapport? C'est le budget. C'est-à-dire, c'est ce qui a coûté. Le budget, il est voté. Le stade Olembe, calmez-vous. Calmez-vous. Le stade Olembe, on va laisser Claude. Non, ce n'est pas des conjectures. Il y a des gens qui vous écoutent et qui rigolent de vous entendre. Madeleine Chuente, il parle de conjecture, a dit en 2018, nous allons ouvrir à Yaoundé la Cameroon Silicon Valley, qui sera l'équivalent de la Silicon Valley aux États-Unis, ou encore de ce qu'on avait avec la CNC dans le NOZO, un projet qui était un budget d'environ 12 milliards de francs CFA. On est en 2024, il n'y a pas l'ombre de la première pierre de la fameuse Cameroon Silicon Valley, et on ne sait pas ce qu'il est advenu de l'argent. Ce n'est pas une conjecture, c'est un fait.
Quand un fait montre que ce qui a été promis n'a pas été réalisé, quand un fait montre qu'un stade n'a pas été achevé, quand un fait montre que l'infrastructure a coûté plus cher que ce qu'elle aurait dû coûter et que ce n'est pas fini, c'est un fait. Où je vais parler encore de l'autoroute Yaoundé-Douala, qui devait être finalisée il y a 5 ans et qui, sur 196 km, n'a accompli que 60 km avec justement des problèmes de rupture de fonds. Or, les fonds de départ ont été alloués. À quel moment parlez-vous de conjecture? La conjecture n'a pas pour définition ce qui ne plaît pas à M. Emery. Je termine. Terminez rapidement. C'est une longue litanie. Là, oui. Vous vous appelez Emery. Lorsque Emery, le vrai, Lumumba, s'est rendu compte que les Belges s'accaparaient la richesse congolaise, après qu'il ait visité l'exposition universelle de 58, il est revenu au Congo et il a dit aux Belges, vous allez le payer très cher, je vous dépossède de tout ça là. L'un des éléments primordiaux pour résoudre la problématique de la corruption au Cameroun serait de déposséder ces gens-là de leur savoir, de les mettre devant les tribunaux, c'est ce que qu'ils puissent déclarer comment ils les ont obtenus et de les punir, justement dans la mesure de leur gabegie financière. C'est de ça qu'il est question. Merci. Alors, si vous permettez, comme Monsieur Jean-Marie Bitomo moi, j'aimerais vous parler va de la partir réalité. en raison d'une urgence, je propose... Juste d'un mot. Attendez, vous restez avec moi pour la troisième partie. Je propose que Jean-Marie Bitomo... C'est la culture du RDPC, l'indigestion de la vérité. Puisque la collègue va nous rejoindre. Et allez-y, je vous donne la parole. Vous voyez, nous sommes sur un plateau de télévision. Ça me rappelle un peu, c'est toujours, comment dirais-je, les mêmes pratiques que nous retrouvons. Que nous soyons chez nous au Cameroun, que ce soit ici, pratiquement dans le monde entier. Nous sommes face à deux adversaires politiques qui, chacun, c'est-à-dire met en exergue ou en lumière, comment dirais-je, son analyse. C'est ce que Wilfried fait. Maintenant, Émeric, de l'autre côté, est en train de nous dire que non, les analyses sont fausses, mais les faits sont là. D'accord ? Je suis désolé. Les faits sont là. Donc, dès l'instant que vous avez, c'est-à-dire l'enrichissement illicite, je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut me justifier, c'est-à-dire cet enrichissement-là, record, c'est-à-dire ultra rapide. Donc, à partir de là, ce dont a parlé Mme Lehmann là tout à l'heure, c'est une réalité. C'est une diplomate à ma connaissance aussi. D'accord ? Donc, à partir de là, vous aurez la parole. Veuille nous dire que, vous savez, on se dit toujours, c'est-à-dire dans la vie, il faut essayer, c'est-à-dire quand on va dans l'analyse. Là, nous sommes dans une analyse qui est une analyse où chacun, c'est-à-dire, a l'impression que sa thèse, le paradigme dans lequel il fonctionne, c'est le paradigme dominant et c'est ce paradigme. Vous pensez qu'il y a moins de rationalité que d'émotion, que de ressenti. Voilà. Ils sont beaucoup plus dans le ressenti que dans la rationalité des faits. Merci. L'objectivité. Donc, à partir de là, bon, essayons, si vous voulez, de rendre service. Moi, vous me connaissez, je parle toujours par rapport à toute l'Afrique, contrairement à ce que Wilfried voulait dire là tout à l'heure. On part toujours du général au particulier. On peut aussi faire l'inverse. D'accord ? Merci. Donc, dès l'instant que ça dépend, si vous voulez, de la trame d'analyse que chaque acteur choisit. Merci beaucoup. Merci. Je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. Vous aurez l'occasion, bien entendu. On aura toute une partie. Vous aurez l'occasion, bien entendu, de répondre à applaudissements. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.